Mmh. Le code, comment tu sais coder et comment tu sais te comporter dans une entreprise. Alors, les soft skills, ça peut aller de savoir se vendre, à marketer son produit, à bien expliquer aux autres, bon, je dirais que tout est lié à de la partie communication. Effectivement, effectivement. Bah, surtout. Du software qui soit garanti sans bug, Mmh. comment tu fais qu'il soit fiable, comment tu le déploies de façon, transparente, c'est vraiment toutes ces parties qui est plus, on va dire, le processus de création que la création en elle-même. Bonjour et bienvenue les amis de la chaîne Coin Codeur. On est dans une nouvelle vidéo très intéressante parce que c'est un interview d'un invité de qualité. C'est un invité qui est le possédeur de la chaîne JavaScript Academy, une chaîne qui compte plus de 125 vidéos avec plus de 90 000 vues. C'est un développeur web autant front-end que back-end. C'est un développeur web qui a plus de 10 ans d'expérience. Sans vous faire attendre, je vous présente notre invité, c'est Gaëtan De Smet. Donc, bienvenue. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec plaisir. Donc, tout le plaisir est pour moi. Juste pour commencer cette interview, moi, vous me connaissez déjà, les amis. Je suis Ismaël. Et pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je suis Ismaël, un développeur web front-end. Je suis votre présentateur de la chaîne Coin Codeur. Et je vais laisser la parole à Gaëtan pour qu'il puisse se présenter lui-même aux gens qui ne le connaissent pas encore. Ah, je pensais être, mondialement connu, mais non. Alors, moi, c'est Gaëtan De Smet, je suis ingénieur en développement informatique. Donc, comme tu l'as dit, Ismaël, ça fait 10 ans que je fais ce métier et ma spécialisation, c'est dans toutes les applications qui sont Vue et Node. Donc, je suis développeur web. Je ne sais pas si tu touches d'autres personnes que les développeurs web. Mon principal cible, c'est les développeurs web. Je suis un peu plus niché, c'est vers les développements web front-end. Après, tant que c'est un développeur qui soit du front-end, soit du back-end, c'est à peu près pareil. Et toi, quand tu as dit que tu touches à peu près aux deux technologies, Vue.js qui est front-end et Node.js qui est plutôt back-end. On est d'accord. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que tu es un développeur full stack? Alors, moi, je me qualifie de développeur full stack, même si je nuance toujours en disant que je suis plus front que back. Ok. C'est plus côté préférence. Tu as une préférence pour le front ou c'est plus... C'est alors c'est un peu des deux. J'ai une préférence pour le front et comme j'ai une préférence pour le front, je suis meilleur en front. Ok, ok. Parfait. Bah en fait, parce que quand même, pour les gens qui connaissent, juste rapidement, en fait, le développement web se divise en deux chaînes, ou en deux parties. C'est développement web front-end, les gens qui aiment développer l'interface. Notre invité, en fait, tu as une préférence pour le développement des interfaces, et les gens qui font du back-end, ce sont eux qui s'occupent de faire les API et l'appel à la base de données. Donc, les deux, ils sont nécessaires pour le fonctionnement d'un site web. Je vais commencer par la première question qui me paraît très nécessaire, c'est pourquoi tu as choisi le développement web? Ah, c'est une très bonne question. Alors, j'ai pas choisi le développement web dans le sens où je me suis jamais posé la question de devenir développeur web parce que je viens d'une époque, pas si lointaine que ça, où, on pouvait apprendre par soi-même, même si on peut toujours apprendre par soi-même. Moi, j'ai appris à programmer à 13 ans. Ah oui. Donc, à cette époque-là, je me posais pas la question de développeur, front-end, back-end, full stack et à vrai dire, pour tes auditeurs, je me suis posé la question que très récemment parce que quand j'ai commencé à faire ça, même professionnellement, après mon diplôme d'ingé, tout le monde était full stack. Mhm. Donc on se posait pas la question. Maintenant, je me la pose plus parce que les technologies ont évolué de telle façon que bah c'est devenu très difficile d'être bon dans les deux à la fois. Donc moi, j'ai fait le choix d'aller plus vers le front. J'aurais pu aller vers le back, mais c'est plus une préférence personnelle. C'est vrai qu'il y a 10 ans, je pense, les technologies n'étaient pas autant avancées, d'où le fait qu'on pouvait facilement maîtriser le front et le back en même temps, alors que maintenant, vraiment, le front, il y a tout plein de frameworks, plein de trucs, et le back, pareil, ça devient un peu plus compliqué d'être vraiment spécialiste dans les deux. Bah, d'où le terme spécialiste, tu te spécialises en une seule chose et pas dans deux. Je vois que tu m'as dit que tu as commencé à 13 ans, donc c'était plus une passion d'enfance, c'est ça? C'est ça, pour te 13 ans, peut-être même avant. Et j'ai commencé en faisant des jeux vidéo sur Excel. En gros, On peut faire ça? Excel.
Ouais, on peut faire des jeux vidéo sur Excel. On peut faire beaucoup de choses avec Excel. Ah ouais. Bon, c'était des jeux vidéo, c'était des trucs du style en texte, un monstre apparaît, vous devez combattre, Ah oui, ok. sortez votre épée et c'était. Mais disons qu'en Excel, tu peux le faire et c'est assez facile parce qu'il y avait à l'époque, mais je pense qu'il y a toujours une fonction où tu pouvais recorder ton écran, tu pouvais, du moins pas ton écran, tu pouvais recorder un truc dans Excel et ensuite ça t'éditait le code qui correspondait à ce que tu es en train de faire. Et Ok. de fil en aiguille, ensuite, on m'a appris le JavaScript. Mon père est informaticien et il m'a donné un bouquin de JavaScript et j'ai développé du JavaScript. Et étonnamment, j'avais même pas Internet à cette époque-là. J'ai appris à coder sans Internet. Ok, ok. Parce que c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus facile. Maintenant sur Internet, tu peux trouver plein de tutoriels, plein d'articles, plein de choses. Et d'ailleurs, notamment, j'envoie les gens qui ont envie d'apprendre JavaScript. Je vais faire une petite formation pour les bases et j'envoie les gens aussi vers ta chaîne JavaScript Academy qui a aussi pas mal de tutoriels qui sont déjà publiés et que j'ai trouvé, je les regardais très rapidement. Parce que tu sais, je les regarde pas, je les connais, je connais déjà je connais déjà un peu le fond de la vidéo, donc je regarde un peu à la vitesse x2. Et franchement, ce que j'ai trouvé un peu particulier dans tes vidéos, c'est que tu vas à peu près à la source de la chose et c'est pas un tutoriel très rapide où tu arrives directement, voilà, on fait ça comme ça et ça passe comme ça. Donc je vois Mm. les gens un peu vers ta chaîne, ils sont des tutoriels de qualité et s'ils ont envie d'apprendre, ils peuvent aller le voir. Après, je reviens et en me disant que, donc toi, tu as appris à coder euh, quand tu étais petit. Et avant même, je crois que ton parcours éducatif puisse t'apprendre à coder, ça veut dire que tu as appris, je crois, au collège, un peu au début du collège, donc on n'apprenait même pas la programmation à ce moment-là. Mais tu as continué tes études malgré ça et t'es diplômé d'un diplôme ingénieur, c'est ça? J'ai un double master en informatique. J'ai un diplôme d'ingénieur français et une licence et une maîtrise canadienne d'informatique. Ok. Et toi qui as appris genre le développement web avant même de commencer un parcours éducatif de développement web, est-ce que quand tu étais à l'école et que quand tu étais pendant les cours, est-ce que tu apprenais des choses nouvelles ou tu ne faisais que renforcer les connaissances que tu as appris déjà en autodidacte? Un peu des deux. Dans le sens où en école d'ingé, comme je savais déjà programmer, j'ai essayé de prendre le moins de cours de programmation possible. J'ai pris vraiment les cours avancés qui me permettaient vraiment de développer mes compétences. Et inversement, comme j'avais une obligation, je sais plus, de faire 24 heures de programmation, du moins de développement informatique, j'avais pris que des cours de réseau, par exemple. Mhm. Je D'accord. suis sorti de mon cursus d'ingé, je savais faire de la virtualisation, je savais faire comment ça s'appelle? Virtualisation, réseau, IPv6, ce genre de trucs. J'avais pris au final très peu de cours en développement informatique parce que c'était des cours qui, moi, me semblaient pas nécessaires. Je les ai juste pris parce qu'il y en a certains qui étaient obligatoires et il y avait toute la partie cours avancés, vraiment de programmation. Parce que quand on est autodidacte, comme je l'étais à cette époque-là, le problème, c'est que on n'est pas très bien structuré. Et donc, j'ai pris des cours qui apprenaient vraiment la logique de programmation et qui rentraient dans des concepts plus avancés qui étaient assez durs à atteindre quand on est autodidacte. Donc, c'est vraiment ça. Mais disons que par rapport à mes collègues de promo, qui prenaient que des cours de programmation, moi, j'en prenais quasiment pas et j'ai fait du réseau et de la virtualisation à la place, quoi. En fait, le fait que tu étais autodidacte et que toi, tu t'informais tous, ou plutôt tu te formais tout seul de ton côté, ça t'a permis d'avoir plus de temps libre dans ton parcours éducatif et aller plus loin comparé à tes collègues ou à tes amis dans les études. C'est- Oui, bah, c'est ça, t'arrives, t'as une dizaine d'années d'avance et en école d'ingé, c'est pas comme dans les BTS où tu as vraiment un cursus donné, c'est Mhm. plus un cursus à la carte où tu vas Mhm. venir prendre, je sais pas, moi j'avais pris des cours du style programmation en Java, j'avais un sécurité informatique, réseau, donc j'ai pas repris des cours où je savais déjà le résultat, quoi. Ok. Ok. Donc ça, effectivement, ça t'a permis d'approfondir tes connaissances sous plusieurs aspects. Euh, Moi, il y a un truc qui me vient à la tête et je pense que
Moi, je suis autodidacte. J'ai mis 1 an à me former. Et directement, je suis parti chercher du travail. C'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à le faire très, genre, au moins de 3 mois, ce qui est une bonne chose. Et je me pose la question, quand tu as 10 ans d'expérience, je sais que c'est dur de la justifier quand tu as commencé à coder en tant qu'enfant, parce que les entreprises, ils disent pour eux, l'expérience, c'est être dans une entreprise. Mais personnellement, moi, j'aurais valorisé tes 10 ans d'expérience parce qu'il y a de la passion, il y a un truc qui est devenu intuitif chez toi. Le code, il est devenu comme une partie de ton corps, ce qui va être pas mal. Par contre, est-ce que tu as trouvé aussi des complications pour trouver ton premier job ou le fait d'être autodidacte et que tu as appris ça à jeune âge a joué à ta faveur? Non, moi, j'ai jamais eu de difficulté à trouver du boulot. Dans le sens où quand tu es autodidacte et que tu publies énormément, les gens te font assez confiance. Par exemple, quand j'étais en troisième année, alors en première année d'école d'ingé, on devait faire un stage et moi j'ai trouvé quasiment instantanément à la SNCF. Quand je leur ai dit que j'avais, juste pour le fun, j'avais fait un Netflix, ils m'ont dit, Ouais. bah ouais, Ah ouais, ils, c'est, ils ont compris c'est, que le code, ça fait partie de toi. T'as pas besoin de oui, travail pour coder, ça fait partie de ton quotidien. oui, moi j'ai jamais eu de difficulté à trouver du boulot et même maintenant, comme je communique toujours sur ce que je fais, si quelqu'un me dit, bah on aimerait bien voir ce que tu fais, il y a juste à taper mon nom sur Google et tu as des dizaines d'articles qui ressortent sur ce que je fais. Hmm. Donc, En fait, non, et tu t'es créé un portfolio public, si on peut résumer ça un peu, vulgariser ça si tu veux, tu t'es créé un portfolio public. c'est ça. Et même si on me demande des trucs qui sont pas publics, je peux le donner. Même, tu vois, par exemple, on me dit sur quel projet public vous avez travaillé. Bah, moi, je peux donner le site de Microsoft France. Ok. Il présente un des boulots que j'ai fait sur une de leurs vidéos YouTube. Donc, c'est assez facile d'expliquer. Ok. Et quels sont les plus grands articles que tu as réussi à écrire et que nos spectateurs puissent aller voir et les aider un peu à améliorer leurs connaissances? Alors moi, j'ai jamais écrit d'article sur l'informatique, mais c'est souvent des gens qui ont écrit soit sur moi ou Hmm. mes vidéos YouTube ou mes interviews, bah, comme toi, tu vois, là, on Oui. prend 1 heure et tu vois, l'avantage, c'est quand je cherche du boulot, bah, par exemple, je peux dire, ah, bah, ce jour-là, j'en ai parlé dans une interview et je peux renvoyer vers l'interview, quoi. Ah oui, en fait, bah, il y a d'abord ta chaîne qui est remplie d'informations très utiles qui est déjà là. Après, sur ton profil LinkedIn aussi, je vois, comme tu le dis, tu es vraiment très actif sur ton profil. Tu publies souvent des petites informations, tu poses des questions, tu interagis avec ta communauté. Et je pense que oui, quand tu es bien connu ou tu as plutôt un réseau de confiance, les gens, comme tu as dit, je ne fais que le confirmer, ils te feront beaucoup plus rapidement confiance par le biais qu'il y a d'autres gens de valeur qui t'ont fait confiance aussi. Ce qui te C'est permet ça. de trouver du boulot très rapidement. Ah, Donc, c'est ça et comme tu l'as dit, j'ai une chaîne YouTube et je parle souvent de mon boulot parce que moi, c'est plus développer des compétences plus que développer des compétences en JavaScript. J'ai jamais eu le temps de changer le nom de ma chaîne, mais il faudrait un jour que je le fasse. Et c'est un point qui est très important, la communication en tant que développeur est un point que moi, je trouve le plus important. Et quand tu dois trouver des clients ou des CDI, c'est facile. mhm, Soit tu es personne, et là tu dois démontrer tes compétences, soit tu es quelqu'un, et d'autres personnes ou toi-même ont déjà démontré qui tu es. mhm, Tu vois, si tu as le choix entre prendre quelqu'un que tu as eu 5 minutes en entretien ou une personne qui a parlé des dizaines, voire des centaines d'heures sur son métier, mhm, et que tu es en accord avec ce qu'il va dire, parce que tu pourrais ne pas être d'accord mhm. avec ce qu'il a dit, bah, tu choisis qui? Si c'est une question, bien sûr, je choisirais celui avec qui j'ai regardé ces vidéos, je suis d'accord. Parce que d'abord, les vidéos, je pense que quand on parle souvent, par exemple, si c'est le cas, genre je suis le recruteur et toi tu m'envoies vers ta chaîne, je vais commencer à regarder des vidéos d'une heure trente où tu parles vraiment et tailles vraiment à des sujets qu'on n'aurait pas pu aborder dans un entretien. Et si je suis d'accord avec ta philosophie, je te prendrai sans hésitation, bien sûr. C'est ça. Mm. En fait, Et moi, c'est toute la stratégie que je mets en place. Et, bon, en plus, j'adore partager mes connaissances aussi. oui, je pense que c'est un truc qui se partage.
Aussi, les gens, pour les gens, par exemple, qui viennent juste de commencer le développement web, ils peuvent se créer un portfolio GitHub ou juste participer à des petits projets. Ça peut aussi leur aider à un peu faire ce que tu as fait toi aussi et de se créer un petit nom, un petit chemin qui peuvent leur rendre connus et leur donner l'éligibilité, si c'est ça le terme. Euh, Légibilité, ouais, je vois ce que tu veux dire. euh, Légitimité plutôt. Légitimité, ouais, exactement, c'est ça le terme. Alors, on a dit 10 ans de développement web, tu as commencé depuis que tu étais enfant, encore plus, tu as rajouté en créant une chaîne YouTube, tu as encore rajouté en créant une bonne communauté de confiance. Ça sent un bon début. Maintenant, la question que je vais me poser, oui, c'est à voir, c'est qu'est-ce que tu as appris pendant ton premier emploi? Est-ce que tu as appris des choses autant au niveau technique qu'au niveau soft, autant au niveau savoir-faire que savoir-être? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que, par exemple, est-ce que c'était la première fois où tu vas travailler en équipe? Est-ce que tu as appris le travail en équipe? Est-ce que ça t'a refait revoir le développement web sous un autre angle qui est l'angle commercial ou l'angle économique ou la valeur économique de ce métier? Qu'est-ce qui a changé dans ta vision et qu'est-ce que tu as appris pendant ton premier emploi? Alors, pour mon premier emploi, alors on va parler d'emploi parce que n'est pas mon premier stage, Mhm, même si j'ai kiffé travailler à la SNCF. Alors, mon premier emploi, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai travaillé dans le groupe Dassault Systèmes. mhm, Alors, pour ceux qui connaissent pas ce groupe-là, on est dans un équivalent Google. C'est une boîte qui a pas les mêmes ambitions parce qu'ils font de la conception assistée par ordinateur, mais disons que pour rentrer dans une boîte comme ça, il faut déjà avoir un bon niveau, le recrutement est assez difficile, c'est français. oui, Et une c'est de- ça, hein, c'est une des plus grosses entreprises françaises et elle pèse mondialement, hein. Comme tu as dit, c'est- c'est elle qui a fait CATIA pour les ingénieurs mécaniques s'ils mm, nous regardent. C'est elle qui a fait CATIA, c'est l'outil le plus puissant pour la conception mécanique assistée par ordinateur. mm. Je crois qu'ils ont aussi des partenariats pour les avions. Ils construisent des avions aussi. Alors ça, c'est Dassault Aviation. Ok. Mais en gros, c'est une filière. À l'origine, Dassault Systèmes était une filière de Dassault Aviation. Et quand ils ont vu que bah ça allait peut-être rapporter autant, voire plus que de construire des avions, ils ont splitté la compagnie en deux. Et Mhm. maintenant, je serais incapable de dire laquelle est la plus cotée que l'autre, mais c'est deux géants. Bah, effectivement, je voulais juste confirmer ce que tu as dit aux auditeurs. Elle pèse mondialement, l'entreprise Dassault, elle pèse mondialement, pas seulement en France. D'où le fait que tu la compares avec Google et les grandes entreprises. À l'époque où j'y étais, alors ça a peut-être changé, c'était la huitième plus grande entreprise de soft européenne. En gros, on était sur un niveau de Google, Microsoft, bon, à l'échelle française ou européenne, mais on est proche d'une boîte comme SAP, par exemple. Moi, j'imagine que sûrement tu as réussi à rentrer dans ce genre de boîte parce que tu as eu 10 ans d'expérience. C'est pas de l'expérience, mais quand même parce que tu as commencé le développement web un peu plus en avance et que tu avais vraiment fait pas mal de choses avant. C'est ce Ça, qui. joue- ouais, ça joue parce que, disons que il y a plusieurs facteurs à ça. Dans ce genre de boîte, si t'as pas un diplôme d'ingénieur, c'est assez compliqué de rentrer, en tout cas en première expérience. Et ensuite, bah, il y a ça, il y a toute l'expérience que j'ai accumulée avant. Et il y a aussi un autre point, c'est que j'étais pas trop mauvais en soft skills. Donc, je suis quelqu'un qui arrive facilement à me vendre. Ok. Hmm. Et je sais que j'avais eu des personnes en compétition contre moi et mon chef, plusieurs mois après, m'a dit pourquoi il m'avait sélectionné. Et ce qui était ressorti, c'était que bah, je, je croyais en ce que je disais. Ok. En fait, comme tu l'as dit, tu avais le pouvoir de te vendre et je crois que c'est un avantage et quand tu as les soft skills, il a vite compris que tu peux t'intégrer facilement dans une équipe et que plus que le technique, tu as quelque chose qui est, à mon avis, et je le partage, qui est très nécessaire pour un développeur web, c'est les soft skills ici. Pour moi, les soft skills, ils sont aussi importants et on a déjà discuté de ce sujet, ils sont aussi importants que les technos pour un développeur web. C'est ça. C'est la ligne éditoriale que j'ai sur ma chaîne, c'est que pour moi, les soft skills, c'est 50% et 50% pour les hard skills qu'on qualifierait de code. Hmm. Le code, comment tu sais coder et comment tu sais te comporter dans une entreprise.
Alors, les soft skills, ça peut aller de savoir se vendre, à marketer son produit, à bien expliquer aux autres. Bon, je dirais que tout est lié à de la partie communication. Effectivement, effectivement. Bah, surtout quand tu deviens un développeur senior, parce que quand on t'appelle en tant que développeur senior, il y a une part où on te demande de faire bien sûr le taf technique et une deuxième part, on va sûrement te demander de devenir un tech lead et former les juniors. Et pour former les juniors, tu as besoin d'avoir un minimum de sens de communication et de relationnel pour le faire. C'est ça. Ou Du coup, juste pour revenir à la question, qu'est-ce que tu as appris pendant ton premier emploi alors, à oui, Dassault? parce qu'on a un petit peu bifurqué. Alors, dans ce contexte-là, mais je voulais bien dire quel type de boîte c'était. Mhm. Moi, j'ai eu plusieurs fois des collègues qui m'ont dit bah, c'était soit ça ou Google. Et, ils mentaient pas. Ils mentaient pas quand ils disaient ça. Mais c'est très formateur dans le sens où, bah, comme tu évolues avec des développeurs qui ont un très bon niveau, bah, tu apprends par mimétisme et aussi on t'apprend une façon de coder qui est à un niveau qui est plus élevé que si tu allais travailler dans une toute petite boîte où il n'y a pas de budget. En plus, quand tu as une boîte qui fait 15% de chiffre d'affaires supplémentaire par an, Mhm. euh, moi, je suis rentré, je sais plus à combien ils étaient, mais ils étaient à 1 milliard de chiffre d'affaires et quand je suis parti, ils étaient à 4. Mhm. Mais j'y suis pas resté très très longtemps, très très longtemps. Et il y a du budget, il y a des gens très compétents. T'as une courbe d'apprentissage pendant 3 ans. J'ai eu une courbe d'apprentissage comme ça, quoi. Plutôt côté Donc technique ou aussi au niveau soft skill? les deux. Ok. Les deux dans le sens où j'étais dans des équipes très très, comment on dirait, des équipes hybrides. J'ai jamais travaillé pour Dassault Systèmes. Si j'ai travaillé 6 mois dans une équipe vraiment technique, tu parlais de Katia. Mhm. Par exemple, moi, je n'ai travaillé que très peu de temps sur un produit équivalent à Katia. Ok. Mais inversement, j'ai travaillé beaucoup de temps dans des équipes transverses, Mhm. j'ai travaillé dans l'équipe support, donc en gros tous les bugs qui arrivaient, bah, ils finissaient au support et on pouvait voir tout ce qui était fait. Bon, moi, je créais des applications pour qu'on puisse isoler les bugs le plus rapidement possible. Et ensuite, j'ai travaillé dans toute la partie opérationnelle de Dassault Systèmes. C'est qu'en gros, quand tu formes un logiciel comme Katia, Mhm. c'est des milliers de développeurs. Et en gros, tu as une équipe entière d'une 200 personnes, si je ne me trompe pas, on était 200, Mhm. qui gère le fait que tous les produits soient mis au même niveau pour que bah, ils sortent avec une qualité la plus optimum possible. Ok. Donc, la première chose, c'est que tu avais une courbe exponentielle au niveau de l'apprentissage technique. Mm. Et ça se comprend. Si tu peux me résumer juste. Attends, Je crois que tu m'as perdu, tu me vois plus, on est d'accord? Ouais, bah, c'est pas grave, tu peux continuer comme ça. Ok. Euh, Franchement, tu es sur une bonne ligne. J'aime bien. Tu es sur une bonne ligne. Tu as le chasse. C'est bien. J'adore. Euh, En fait, donc la première chose que tu m'as dit, c'est que tu as eu une courbe exponentielle au niveau de l'apprentissage technique. Si tu peux me donner juste deux choses en résumé ou en une phrase, les deux choses que tu as appris techniquement parlant. Par exemple, écrire un bon code, je sais pas, mais genre deux trucs, je sais pas, l'indentation mais genre deux pratiques qui t'ont vraiment marqué et que tu appliques toujours avec toi aujourd'hui. C'est une bonne question parce que le problème, euh, c'est dur de faire la part des choses sur ce que tu as appris à ce moment-là et ce que tu utilises au quotidien parce que je serais incapable de dire certaines choses que je connais, à quel Mhm. endroit je les ai appris. Mhm. Je vais prendre un truc qui me semble un peu plus évident pour moi, où je suis sûr que j'ai appris ça à Dassault Systèmes, c'est que créer un site web dans son coin tout seul, Mhm. c'est pas la même chose que de sortir un software avec 3000 personnes qui ont travaillé dessus. Ok. Donc, en fait, Mais, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, travailler tout seul, c'est une chose, mais travailler avec une équipe de 3000, c'est une autre. Et j'imagine c'est parce que mm, vous avez des deadlines, vous devez avoir une coordination d'équipe, vous devez avoir des c'est échelons à ça. tenir, des codes review, un code qui va se transmettre de l'un à l'autre et que chacun doit comprendre ce que l'autre a écrit pour qu'il puisse continuer.
C'est ça. Par exemple, pour tes auditeurs, on va prendre un truc qui est un peu plus évident pour tout le monde, qui est la suite Office. Ok. Quand on utilise la suite Office, il y a plein de liens entre Excel, Word, si tu fais du copier-coller de l'un à l'autre, ça fonctionne toujours. Et ça, au point de vue logiciel, ça marche parce que quand tu prends Office et Excel, en réalité, ils ont des couches plus basses Mhm. qui sont communes aux deux. Et dans un logiciel comme Dassault Systèmes, c'est tout à fait ce qui se passe. Et ce que tu fais dans ton coin peut être impacté par une équipe qui est à l'autre bout de la planète. Ou Ok. inversement, tu peux impacter le boulot d'une autre équipe qui est à l'autre bout de la planète sans t'en rendre compte, quoi. Donc, Mhm. tu as toute une coordination à faire, tu as vraiment un travail qui est gestion de grands projets Mhm. où tu peux pas faire tout dans ton coin et ça donne une certaine rigueur. Et je pense que par rapport à cette expérience-là, c'est que tu apprends que bah, la rigueur, c'est quand même le point qui est le plus important quand tu développes. Mhm. Et vraiment faire attention à ce que tu vas faire, que ça va pas modifier le code de quelqu'un d'autre ou ça va pas provoquer des bugs, quoi. Mhm. Je confirme, la rigorosité est quelque chose, bah, je l'avais dit Mm. dans une de mes vidéos, les qualités d'un développeur qui se partage autant pour le back que pour le front, c'est la rigorosité parce que notre code, il va être repris par plusieurs personnes, donc il doit être facile à lire et chaque chose, elle a été écrite pour une raison très, très claire. Mm. Bah écoute, je sens que oui, effectivement, dans ta première expérience, je vois bien que quand tu étais petit, je crois que tu as appris le code dans ton coin. Ensuite, tu es parti améliorer tes compétences tes compétences techniques sous différentes formes, réseau et tout, dans ton école d'ingé et ton master et ta licence de maîtrise. Et pour finir, tu as couronné le tout avec une première expérience dans une grande entreprise où tu as, appris l'impact du code dans le monde en entier ou dans les produits commerciaux ou les produits qui sont de grande valeur. Donc, tu as appris l'intégration dans une grande équipe, tu as appris la structure, tu as appris tout ça. Et franchement, ça me paraît jusque-là, parce que là, on est au moment où tu as eu ton premier emploi. Jusque-là, ça me paraît que tu as eu jusqu'à là une bonne lancée et que tu t'es bien débrouillé pour bien agrandir ton CV. Alors aujourd'hui, que tu as 10 ans d'expérience, ça fait 10 ans que tu as eu ton premier emploi, on est d'accord? Là, on est... À peu près, ouais. J'ai été diplômé en 2013, on est en 2022, ouais, ça fait 9 ans. Ok, donc ça fait à peu près 9 ans de ton premier emploi. Aujourd'hui, quels sont les clients avec qui tu travailles? Est-ce que tu travailles toujours avec de grandes structures? Est-ce que tu travailles toujours dans une entreprise? Est-ce que tu es devenu freelance? Ou en gros, aujourd'hui, quels sont les clients avec qui tu aimes travailler? Parce que je pense après 9 ans, tu vas chercher plus l'amour de la passion que l'argent ou l'apprentissage. Donc, quels sont les gens avec qui tu aimes travailler? Alors, je vais peut-être décevoir tes auditeurs. Moi, j'adore l'argent, j'adore gagner beaucoup d'argent. Moi aussi, je Dis- pense que... dis- Et eux aussi, hein, dis- tu vas disons décevoir que, personne. disons que je suis passionné par mon métier, mais il faut que ça rapporte. Oui. Euh, Mais oui, mais bon, en général, quand tu veux faire un truc passionnant, souvent tu travailles avec des clients qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table parce que. Alors, moi, pour répondre à ça, les clients avec qui je travaille, ou maintenant en ce moment je suis en CDI pour une boîte parce qu'ils avaient un projet qu'il faut mener sur plus de 3 mois, donc je pense que il était important pour eux hein, qu'ils aient de la stabilité, Mhm. même ils me payent correctement. C'est surtout des groupes industriels. Moi, j'ai une appétence pour tout ce qui est. Bah, là, je parlais du groupe Dassault. Mhm. J'ai travaillé pour plusieurs groupes dans l'automobile. Donc, c'est tous des projets comme ça. Alors, pourquoi je dirais que c'est des clients idéaux? C'est que c'est un peu un système. Dans l'automobile, par exemple, c'est facile. Tu as travaillé pour un constructeur automobile, c'est facile d'en travailler Oui. avec un autre parce que comme il y en a un qui t'a déjà fait confiance, le deuxième te dit bah puisque l'autre t'a fait confiance, Mhm. Bah, bah c'est dans la chaîne. voilà, C'est dans la chaîne de. c'est ça. Hmm. Et après, c'est un peu un système. Ah oui, mais comme tu en as deux qui t'ont fait confiance, tu as le troisième qui va te faire confiance. Ok. Et ainsi de suite. Le Oui. constructeur automobile, je sais pas combien j'en ai travaillé, mais C'est un effet boule de neige en fait.
C'est ça, c'est un effet boule de neige et plus tu dis que tu as travaillé pour des constructeurs automobiles et plus les constructeurs automobiles vont te faire confiance. Et comme ils sont assez nombreux, tu peux en l'espace de 10 ans, tu peux en faire 3 ou 4 quoi. Ok, ok. Euh, Dépendant du type de métier. Si tu es en CDI, tu en feras moins. Si tu es en freelance, tu en feras plus. ok. Bah, en fait, là, aujourd'hui, tu es plus avec des grandes entreprises et tu as plus une appétence pour les grands projets qui vont un peu augmenter encore plus les valeurs des anciens et qui vont toujours dans ta ligne ou dans ta carrière professionnelle. C'est Euh, ça, j'essaie d'avoir une direction. Alors, je travaille pour des grands groupes industriels qui sont des multinationales, mais pas des multinationales gigantesques. ok. C'est bon, je dis ça, mais j'ai travaillé chez Auchan et il y avait 400 000 personnes. Je t'avoue que ce que tu es en train de dire, c'est intéressant. Mais moi, ça m'intéresse un peu plus la petite anecdote qu'on a eue par rapport à l'argent. Je comprends que tu as dit que tu le fais pour l'argent, parce que moi aussi, je le fais le développement web pour l'argent, ça se comprend. Et tout le monde, je crois, il fait son travail pour l'argent, avec une partie de passion, une partie d'amour. Toi, la sienne, la partie de passion, elle est venue avec toi depuis que tu étais petit. Donc, ta première vue ou ta première découverte du développement web, c'était plus parce que tu l'aimais, par passion, par découverte d'un petit enfant qui a envie de découvrir une technologie plus grande que lui. Ce qui me ramène à une question, c'est que aujourd'hui, aimes-tu toujours le développement web comme avant ou ta vision, elle a changé par rapport à ça? Alors, c'est une bonne question. Je pense que tu allais poser une autre question, mais on va. Bon. Tu pensais que j'allais poser laquelle? Allez, par curiosité. Alors, à quel moment tu as fait rentrer l'argent dans ton métier? Ah, Bah, je pense qu'elle est évidente. pose-la moi après, Ok, parce que celle-là, elle est intéressante comme ok, réponse. ok, ok. Alors, est-ce que j'aime toujours mon métier? Oui, j'aime toujours mon métier. Alors, mais pas pour les mêmes raisons qu'avant. Euh, Moi, j'aime mon métier parce que je pense que on peut toujours apprendre. C'est un métier où il n'y a pas une journée où j'apprends pas un nouveau truc, que ça soit de discuter avec des collègues, de faire du peer programming, transmettre mon savoir. Disons que comme c'est un métier où tout ce qu'on apprend, du moins tout ce qui est créé par jour est exponentiel, tu pourras jamais apprendre tout le métier, tu vois, tu pourras jamais tout savoir. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que plus tu vas en apprendre et plus tu vas t'apercevoir que ton savoir sur la globalité diminue. Hmm, Mais c'est très intéressant ça. Moi, je m'intéresse surtout à tout ce qui est, on va dire, de l'expertise technique hmm, très poussée. Moi, j'aime bien dans ce que je fais, et c'est lié au fait que je travaille avec des groupes industriels, c'est d'industrialiser du code. Moi, ok, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, c'est de dire comment tu fais une application qui soit tellement robuste il peut rien se passer. Parce que, ok. typiquement, quand tu as une usine, c'est 1 million d'euros l'arrêt pour 1 minute. Hmm, Dis ça, donc tu fais le calcul, si ton code il s'arrête pendant 60 minutes, c'est 60 millions d'euros. ouais, Donc, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse le plus, c'est comment tu fais pour ceux qui veulent aller regarder dans la littérature, c'est tout ce qui est approche craft, même si moi je parle pas trop de craft, je parle plus d'industrialisation, mais même au final, les idées se regroupent. Bah, c'est comment tu fais du software qui soit garanti sans bug, hmm, comment tu fais qu'il soit fiable, comment tu le déploies de façon transparente. C'est vraiment toutes ces parties qui est plus, on va dire, le processus de création que la création en elle-même. ok. Le processus de la création vers une application robuste, pour résumer. C'est ça. Ok, Moi, par exemple, là, je suis en train de déployer une nouvelle application. Comment je dis à mon client, bah, je vous garantis que le truc, il va fonctionner. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous appuyez sur un bouton et on va essayer ça va vous dire si l'application marche. ok. Avant même de l'avoir déployée, on peut savoir à quel endroit ça fonctionne pas. Bah en fait aujourd'hui, la raison qui te pousse à aimer le développement web, c'est un peu le challenge de créer une application robuste. Et le challenge, tu le prends pas seulement, ou plutôt le plaisir du challenge, tu le prends pas seulement dans le résultat, tu le prends aussi dans le processus. Il y a même un proverbe qui dit il faut aimer le chemin plus que la destination. Et je pense que c'est ce que tu es en train de dire en ce moment-là.
Oui, à l'heure actuelle, moi, je préfère largement le chemin que la destination. Parce que la destination, au final, c'est qu'à un moment, et bon, en développement informatique, je trouve qu'on ne savait pas trop l'arriver à certains échelons, parce que comme on fait de la méthodologie agile, où ça revient tous les 15 jours qu'on achève quelque chose, on se félicite pas d'avoir travaillé 15 jours et de dire ça y est les mecs, on a fait du super boulot. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout dans mon boulot, c'est de me dire bah voilà, j'ai fait une application, elle est industriellement correcte, dans le sens où, pour être un peu plus concret avec tes auditeurs, bah, c'est on a une couverture de test qui est proche des 100%. On peut faire un déploiement en appuyant simplement sur un bouton. S'il y a un problème, on peut isoler le problème très rapidement. Ok. Donc c'est vraiment ça, et je tends de plus en plus vers un métier qui est alors un mixte entre l'architecte, parce que quand tu travailles sur beaucoup de projets, au final, c'est plus facile de créer des architectures, ou vers plus ce qui est de la gestion de projet sur un poste de Scrum Master, Mhm. où il y a toute une partie que moi j'aime beaucoup dans vraiment coordonner les gens et avoir une vision globale d'un projet qui ressemble aussi à l'architecture, parce que l'architecture, c'est une Ok. vision plus technique. Mhm. Et après, moi, j'aime beaucoup aussi discuter avec les gens du produit, parce que pour moi, on ne fait pas de la tech pour faire de la tech. Ok. On fait, euh, on fait vraiment un produit pour répondre à un besoin Oui. utilisateur, sinon on ne le ferait pas. Ouais, ça revient un peu à la notion de cahier de charge. Je vois bien que dans ta réponse, tu as commencé un peu à aimer le processus du développement, de la rigorosité, et tu commences à devenir, ou plutôt tu commences à avoir ou tu commences à, à converger vers les valeurs et les principes d'un bon développeur, ou plutôt d'un développeur senior. Parce que c'est vraiment, c'est plus quand, je le remarque aussi dans mes 4 ans d'expérience, plus je code, plus j'aime le code qui est bien propre, rigoureux, robuste et qui puisse être utilisé par d'autres développeurs. Autant pour une partie un peu égo, parce que quand quelqu'un me dit, ah oui, j'ai lu ton code, il est super bien écrit, ça me fait plaisir. Autant que pour la partie où je vois que l'application fonctionne super bien et je suis très heureux de mon travail. Mais malgré cette passion, à quel moment, c'est une question un peu surprise, hein, à à quel moment l'argent, il a eu son entrée dans le monde du développement web pour toi? Ah, merci de me poser la question. Je vais enfin répondre. Bah, elle l'a toujours été. Ok. Non, non, moi je fais partie de ces gens-là qui ont jamais codé une ligne gratuitement. Même quand j'étais jeune et que je faisais mes premiers sites web, j'ai toujours vendu ce qu'il y avait dedans. Oui, oui, C'est, moi je te rejoins totalement dans le fait que l'argent il est important, dans le sens, je vais plus adresser ce message-là aux gens qui nous écoutent en ce moment. Genre, malgré que vous aimez le développement web, effectivement, malgré c'est un truc qui va avec votre personnalité, parce que vous aimez être dans votre bulle avec la musique et coder, malgré que vous avez de la passion, ok, la passion c'est votre récompense pour votre amour au développement web. Mais il vous faut l'argent pour qu'elle soit une récompense pour le temps que vous donnez à l'entreprise. Donc, l'argent, plutôt la passion, ne doit pas remplacer l'argent. Et quand vous codez, n'hésitez pas à demander des salaires qui sont dans la moyenne du marché. Ne prenez pas des salaires qui sont moins que la moyenne. Au contraire, prenez soit dans la moyenne, soit plus, parce que vous êtes récompensé d'abord pour vos qualités techniques. Et ensuite, vous êtes aussi récompensé parce que on commence à être, c'est pas on commence, on est depuis un bon moment une rareté dans le marché. Il faut en profiter de l'occasion aujourd'hui avant demain. Donc ça, c'était un petit message pour les gens qui nous écoutaient. Si je reviens, ah oui, bon, donc là, je pense qu'on a parlé de ton parcours, on a parlé du développement web et tout. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ta chaîne JavaScript Academy et qu'est-ce qui t'a poussé à la créer en premier lieu. Bonne question. Bah, moi, j'ai toujours partagé mon savoir. Un truc qu'on n'a pas parlé jusqu'à là, c'est que bah, j'adore l'enseignement. Mhm. J'adore l'enseignement. Bon, quitte à choisir entre l'enseignement ou être ingénieur, j'ai préféré être ingénieur. Donc maintenant, je fais de l'enseignement juste pour le fun. Ouais, ouais, Et ça rejoint ce que j'ai dit au départ. Plus tu avances, plus tu commences à faire les choses pour le fan. En fait, tu te permets d'aller plus, tu te permets d'avoir le choix.
pour préciser, tu te permets d'avoir le choix et aller plus vers des choses qui te plaisent. Parce que Alors, l'argent, de toute façon, tu l'as. oui, Il y a plus et de demandes. oui, et après, moi, j'ai une vision qui est peut-être un peu pessimiste de l'informatique, mais t'en disais maintenant, euh, on dit que bah, les développeurs, c'est quelque chose qui est rare, qu'on en aura toujours besoin. Oui, quand je vois ce que sont capables de faire l'intelligence artificielle maintenant, je suis pas sûr qu'on ait besoin encore de 100 000 ingénieurs dans 10 ans. Peut-être qu'on en aura besoin de beaucoup mieux. Donc, il y a plusieurs stratégies à avoir. C'est soit vous devenez le meilleur développeur possible et vous allez créer ces produits du futur, soit vous développez des compétences qui sont transverses, donc on en aura toujours besoin. Par exemple, moi, si demain on me dit, bah toi en tant qu'ingénieur en informatique, tu dois aller gérer un projet en marketing qui a rien à voir avec l'informatique, bah je dirais, bah pourquoi pas, j'en ai les compétences quoi. C'est c'est ça, c'est que moi, ce qui m'intéresse le plus, au-delà de l'argent, c'est de développer des compétences. Hmm. C'est moi, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer à l'oral. J'ai toujours, bon, là, ça va, j'ai fait des progrès, mais quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'avais énormément de mal à aligner 3 phrases correctement. Et Hmm. même maintenant, j'ai toujours du mal à aligner 3 phrases correctement. Mais le fait de m'entraîner, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, bah, j'ai vu à tel endroit, bah voilà, il y a quelque chose qui est pas bon, je le dis pas correctement, c'est pas clair. Expliquer son métier, c'est pas facile non plus. Hmm. Je dois expliquer mon métier et même des fois, j'ai vu que ce que j'essayais d'expliquer, je le comprenais pas moi-même et pourtant, je l'utilisais depuis une dizaine d'années. Ok. En fait, tu as créé ta chaîne d'abord parce que tu as une envie de t'améliorer, de développement personnel, et ensuite par une envie de partager ta passion. Et tu as C'est ça. gagné, et t'as gagné pas mal de choses à côté, d'où le fait d'améliorer tes compétences de communication à l'oral et tes compétences, disons, de transmission d'informations ou transmission de savoir. C'est ça. C'est le but, c'est quand tu te lances dans un projet, c'est toujours de savoir ce que tu vas en tirer à la fin. Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube, on va dire pour 2 raisons. Parce que j'adore partager. Au départ, je savais pas du tout quoi faire sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé par faire des tutos. Les gens souvent me disent que je fais des tutos, sachant que à l'heure actuelle, ce que je fais beaucoup plus, c'est partager des soft skills parce que je pense que les soft skills sont plus importantes que les hard skills dans le sens où elles ne sont pas périssables. Par exemple, s'exprimer correctement en français, savoir démontrer son point de vue, savoir négocier son salaire, peu importe, dans 10 ans, ça sera toujours valable, dans 20 ans, ça sera toujours valable. Développer en JavaScript, dans 10 ans, peut-être que ça servira plus à rien. Ok. Donc tu mises plus sur la valeur sûre que sur la valeur un peu risquée pour toi. Bah, c'est ça et même c'est une valeur qui est très, très sûre dans le sens où, négocier son salaire, bah, pour le même boulot, je vois pas pourquoi je serais payé, 50K si je peux être payé 70 pour le même boulot. Hmm. Ok. Donc tu as créé la chaîne JavaScript Academy, que là, ça fait à peu près combien de temps que... Elle a quel âge la chaîne en fait? Elle a 1 an et 4 mois parce que j'ai commencé le 1er janvier, 2021 parce que au moins l'avantage c'est que faire des statistiques par rapport au 1er janvier, c'est facile à faire. Mhm. Ok. C'est, j'avais déjà fait un petit POC pour voir ce que ça avait donné et j'ai vu qu'au bout au bout d'un an, en laissant, j'avais fait 3-4 vidéos pour voir ce que ça donnait, est-ce que les gens seraient intéressés par ça. Et ensuite, j'ai essayé progressivement de faire des vidéos. Donc, au 1er janvier de l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai essayé de voir ce qui marchait et ce qui marchait pas, qu'est-ce que je kiffais et qu'est-ce que je kiffais pas. Mhm. Et le but, ça a toujours été pour moi de partager un maximum de valeur sur mon expérience aux personnes qui me regardent et de façon beaucoup plus égoïste de développer mes propres compétences. Ok. Bah, je pense qu'il faut toujours qu'on ait un retour d'investissement en temps matériel que intellectuel par rapport au projet qu'on entreprend. Dans ton cas, c'est la chaîne YouTube, donc tu as envie d'avoir ou tu as eu un retour d'investissement intellectuel et c'est bien. Et je pense que pour tous les gens qui veulent avoir un projet pour eux, vaut mieux qu'ils gagnent autant matériellement que intellectuellement et même spirituellement si possible dans les projets qu'ils entreprennent.
Alors, pour revenir à notre interview, la prochaine question que je voudrais te poser, c'est quels sont les projets que tu as envie d'entreprendre pendant les 5 prochaines années, ou si tu as envie pendant les 3 prochaines années, ou juste dans le futur, tout Euh, simplement. ouais. Alors, je vais avoir du mal à te répondre à cette question-là parce que tous les gens qui me connaissent sachent que des projets, j'en ai toujours 100 000. Mhm. Disons qu'à l'heure actuelle, j'essaie de me concentrer sur mon, on va dire mon next step dans le sens où moi j'aime partager mes connaissances. Je pense qu'au bout d'un moment, le développement, bah, ce sera pas forcément ce que je ferai toute ma vie parce que à un moment ou un autre, il faut laisser sa place à d'autres personnes qui auront des visions un peu plus modernes que celles que tu as. Moi, je m'oriente de plus en plus vers la formation et l'éducation, comme je te le disais, Mhm. dans le sens où je kiffe aller donner un cours à l'université, Ok. donner un cours magistral en amphi, ça, je trouve ça super kiffant. Là, par exemple, j'ai fait une conférence, je trouve ça super kiffant. Et ça reprend un peu ce que je te disais sur les questions précédemment, c'est que comme j'ai développé de nouvelles compétences, bah, ces nouvelles compétences vont me permettre d'acquérir pas un statut, mais on pourrait dire un statut, ou on va dire plus au niveau RPG, un niveau Mhm. supérieur, dans le sens où à un moment ou un autre, je pense que sur les questions techniques, tu fais le tour. Ok. Mhm. À un moment ou à un autre, moi je vois que je peux toujours progresser, mais ma marge de progression est pas aussi forte qu'en début de carrière. Oui, bon, parce que n'oublions C'est pas, tu as plus de 15 ans dans le domaine technique. ouais, voilà, mais à un moment ou un autre, tu peux pas doubler ton niveau tous les Mhm. ans. Oui, oui, oui. Ah, C'est la courbe, en fait, c'est une courbe exponentielle. Au départ, tu as plein de trucs à apprendre, du coup, tu peux évoluer très rapidement, et à la fin, ça stagne, genre, ça devient une ligne linéaire, mais avec une pente très très faible, une pente de 5 ouais, degrés, si tu veux. c'est ça. Et après, moi, il y a des trucs dans le métier de développeur que j'aime beaucoup moins, qui, bon, peut-être qu'on en parlera après, qui à un moment ou un autre finiront par me fatiguer et je dirais, bah, je vais aller faire autre chose, quoi. Ok. Mais pour moi, c'est pour ça qu'en plus on manque de développeurs, c'est que la carrière d'un développeur est pas si longue que ça, parce qu'à un moment, on a envie d'évoluer vers autre chose. Bah, écoute, en fait, ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que effectivement, tu es arrivé à un niveau où tu as développé tes compétences techniques à un point où la marge d'évolution elle est faible, et tu as besoin, toi personnellement, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin d'apprendre de nouvelles compétences, et c'est ce que tu as dit il y a plusieurs minutes avant, c'est que tu as besoin de sentir ce sentiment d'apprendre, et d'où, vu que tu as ou tu presque fini ta stack technique, tu commences un peu à aller vers de nouvelles compétences comme l'enseignement, si je peux dire ça. Tu commences un peu à pencher vers ça, vers l'enseignement, les conférences, pour développer d'autres compétences sur un autre niveau, pour évoluer vers un autre niveau. C'est pas que j'ai développé des compétences, parce que si tu le dis comme ça donne l'impression que j'ai tout appris et que je sais tout. Disons que en ayant fait 10 ans dans le développement professionnellement, la seule chose que je suis à peu près sûr, c'est que ce que je sais ne représente pas grand-chose au final. On peut toujours aller plus loin. L'ennui que j'ai à aller plus loin, c'est que pour rien que augmenter mes compétences dans un domaine, je sais pas, on va prendre un truc, l'hyperprogramming. Ok. C'est le fait ça va nécessiter énormément d'énergie pour grappiller quelques pourcents en plus, quoi. Mhm, mhm. En fait, Et quand je dis tu as terminé tes compétences techniques, je dis pas que tu as appris tout dans le développement web, mais je dis tu as appris tout pour avoir une performance dans le monde professionnel complète pour les projets qu'on te donne. c'est ça, c'est plus ça. C'est plus dans le sens où, disons qu'à l'heure actuelle, on me lance sur un projet. Bon, il y a encore plein de trucs que je sais pas et que j'apprendrai. Par exemple, mes collègues me disent que Docker et moi, ça fait deux. Je suis d'accord avec eux. Je pourrais toujours aller apprendre dans ces directions-là qui sont des expertises techniques. Après, euh, moi, je préfère aller dans des disciplines qui sont plus soft skills, où Mhm. c'est vraiment plus que ce qui m'intéresse. C'est pour moi, à un moment ou à un autre, je trouve ça plus valorisant.
plus valorisant, c'est beaucoup mieux parce que tu peux progresser et c'est des compétences que tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours. Par exemple, si je dois aller acheter une bagnole, bah, que je négocie avec mon garagiste ou que je négocie avec un client sur mon TJM, c'est les mêmes compétences. Hein. Oui, oui, effectivement, C'est c'est les mêmes compétences, je suis totalement d'accord. Mm. Alors, pour tes projets, tu préfères alors être enseignant, conférence, développer des compétences qui peuvent te servir au quotidien. c'est ça. Et j'ai un autre projet, c'est de créer mon propre SaaS, mon propre SaaS. Ok. Pour ceux qui savent pas, ça c'est Software as a Service. En gros, c'est un site web, un site web qui fournit un service. Par exemple, on pourrait Spotify est un L'autre SaaS jour, qui vous fournit de la musique. l'autre jour, je m'as partagé aussi l'idée de faire ton propre bootcamp. Bah, C'est ça, ça rejoint l'enseignement en fait, ça rejoint l'enseignement. c'est ça. Bah, c'est un peu toute la difficulté que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir une seule idée et de courir après. Ok. Parce que j'ai souvent 100 000 idées et je cours après toutes les idées en même temps. Mais c'est vrai que si à l'heure actuelle j'avais à choisir entre faire mon propre bootcamp ou faire un SaaS, je choisirais mon propre bootcamp. Hmm. Ok. Parce Franchement, que ouais, vu que tu me dis que tu passes à peu près vers l'enseignement et tout, Bootcamp, mm, ça me paraît une bonne ah, méthode, hein. Ou plutôt c'est un bon oui oui projet. c'est ça et en plus je pense que l'offre éducative à l'heure actuelle n'est plus cohérente avec ce que le marché a vraiment besoin. Par exemple, hier, je lisais sur LinkedIn une directrice d'un bootcamp que je ne citerai pas le nom, qui disait, je vais caricaturer ce qu'elle disait. Elle disait qu'il fallait mieux apprendre aux gens à coder que leur apprendre à mieux coder. En gros, clairement, elle leur disait que ça sert à rien d'apprendre le TDD quand on apprend à coder. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense que à l'heure actuelle, l'offre de bootcamp, elle est, bah, elle est pas mieux que l'apprentissage universitaire. C'est juste une version, c'est un copier-coller. Mais je trouve que dans le monde professionnel, à l'heure actuelle, l'approche bootcamp ou même universitaire ou même école d'ingé, même si les écoles d'ingé c'est un peu particulier parce qu'on développe plein d'autres compétences, elle n'est plus suffisante et qu'il faudrait qu'on la repense pour pouvoir apprendre aux gens ce qui est le plus important pour eux, apprendre à développer, apprendre à bien développer et à coder rapidement. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ce que je vois, ce qui a de la valeur quand je code auprès de mes clients, c'est pas que je sache coder correctement, proprement. C'est le process que je vais rajouter par-dessus. Le fait de coder en TDD, ça rajoute de la valeur parce que en plus de ça, c'est que je leur dis mon code il fonctionne, je peux vous le prouver et si vous allez le mettre en prod, on peut appuyer sur un bouton et ça va marcher. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. Le TDD, le BDD, le DDD, il n'y a aucun bootcamp qui fait ça. Et pourtant, on pourrait inverser tout à fait leur façon de faire et commencer à apprendre ça aux gens. Ça leur paraîtrait tellement évident qu'à la fin, ils se diraient, mais pourquoi on ferait autrement? Ok. Mais Bon, alors, en fait, je suis totalement d'accord avec toi dans l'idée, il faut apprendre à bien coder dès le départ parce que pour moi, coder, c'est comme apprendre à conduire une voiture. Si tu n'apprends pas dès le départ les bonnes bases, ça sera très difficile de apprendre à conduire juste comme ça et après apprendre à bien conduire. Il faut vraiment bien conduire depuis le départ et d'où le fait, il faut vraiment commencer à penser à écrire du bon code dès le début. C'est vrai que c'est une tâche de plus, mais ça va vraiment faciliter et l'apprentissage aussi. je pense pas que c'est une tâche de plus. Parce que si tu formes des gens dès le départ à coder proprement, ils coderont proprement toute leur vie. C'est plus qu'à l'heure actuelle, je pense, hein, c'est un avis personnel, après Mm. tes auditeurs prennent ou ils prennent pas, euh, c'est que à l'heure actuelle, on voit le code comme de l'utilitaire. Ça veut dire qu'on voit, il faut que ça marche. Mhm. Et c'est marrant parce que j'ai eu ce débat-là, j'ai mangé avec mon frère aujourd'hui et mon frère code un petit peu, c'est pas son métier. Il m'a dit, mais quelle est la différence entre un code qui marche et un code que tu produis? Mhm. Je lui dis je vais donner un exemple qui est tout bête. Vous avez peut-être joué au nouveau Elden Ring, vous êtes content qu'il soit sans bug, qu'il n'y ait pas de bug, parce que si vous regardez Cyberpunk 2077, il y avait plein de bugs.
Bah, c'est tout à fait ça le truc, c'est que les gens, ils sont plus contents d'avoir un produit où il n'y a pas de bug. Mhm. Et à l'heure actuelle, si tu embauches quelqu'un qui sort d'un bootcamp, ça ne garantit pas qu'il sache écrire et coder proprement. Parce qu'en fait, le but, c'est pas seulement d'avoir un code qui marche. Parce qu'un code qui marche, c'est facile à faire, mais quand même, quand tu rentres dans une entreprise et ils ont envie de créer, par exemple, un produit version 1, le but, ouais, c'est que ça marche, mais après, il faut prendre en compte que cette version 1, elle doit évoluer, elle doit passer à version 2, à Hmm, version 3. Donc, le code, il doit pas seulement marcher, mais être possible à être développé facilement, d'être modifié facilement, d'être corrigé facilement. Donc, il y a plusieurs aspects qui deviennent ça. très intéressants pour un produit que seulement un code qui marche. Je comprends que toi, tu as envie de rénover la vue bootcamp et je trouve que ton point, il est très pertinent par rapport au marché des bootcamps et de Hmm. l'université. Je trouve que que c'est une bonne manière d'appréhender les choses. Donc là, on commence un peu à pencher vers la fin de l'interview. Je t'ai préparé trois questions pour nos auditeurs et pour que tu puisses leur partager ta vision des choses et tes conseils. Je vais commencer par la première. Pour nos jeunes développeurs qui sont en train de regarder la vidéo et qui veulent apprendre le développement web, quel site leur conseillerais-tu pour apprendre le développement web? Quels sont les sites que tu leur conseilles? Euh, alors, je leur conseillerais pas de site. Ok. Déjà, je n'aime pas conseiller des sites aux gens. Mhm. Je pense qu'ils doivent concevoir parce que, alors, allez, je vais quand même en conseiller un. Si vous apprenez le JavaScript, vous allez sur le site de Mozilla et vous lisez la doc. Vous lisez la doc parce que c'est ce que je disais, on cherche plus des gens qui savent écrire du code, on cherche des gens qui savent comprendre ce qu'ils écrivent et qui savent l'utiliser. Ouais. Là où je leur dirais de sortir de tous ces trucs un peu numériques, je vais passer pour un vieux con en disant ça, mais il y a des bouquins de programmation. Moi, j'ai appris avec des bouquins de programmation, mais il y a des bouquins sur la clean architecture, Mhm. sur les design patterns, Mhm. sur comment bien coder. Et à l'heure actuelle, apprendre à coder, c'est une chose. Bon, c'est pour certaines personnes, c'est facile, et pour d'autres personnes, ça sera difficile. Mais ce qui fait la différence entre un bon développeur et on exclut les hard skills, les soft skills, parce que je pense qu'il y a 50%, donc vous prenez les 50% de hard skills, c'est pas votre capacité à écrire du code, c'est votre capacité à comprendre le langage, à comprendre les design patterns, à comprendre les architectures, à comprendre les tests. Et c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que le code, à l'heure actuelle, surtout si vous faites du JavaScript, ça finira toujours par marcher. Mhm. Mais si votre but, c'est que ça marche, c'est que vous avez rien compris à la programmation. Ok. Très bon, très bon conseil. T'as parlé à peu près de bouquins. Je sens que Mm. t'as lu quelques bouquins de programmation, apparemment. Est-ce que tu as quelques-uns à conseiller à nos auditeurs? Alors en programmation pure, il y a les bouquins comme Pas seulement en Code. programmation, hein, tu peux même conseiller d'autres bouquins pour développement personnel ou pour histoire d'inspiration, ce que tu veux. Je te laisse la question Ouais. ouverte. Alors en code pur, je vous dis prenez un livre sur les design patterns. Je sais plus comment il s'appelle le bouquin qui est vraiment réputé là-dessus, ou même si l'intelligence artificielle vous plaît, il y a plein de bouquins sur tout ce qui est logique flow, ce genre de trucs. Mhm. Ça peut être très rigolo, mais prenez vraiment des trucs qui travaillent en profondeur. Euh, Parce que c'est un peu le problème de YouTube et dépendant des médias sociaux, c'est que on vous explique des idées super rapidement dans le sens où le but c'est que on veut faire du watch time, hein, faut pas se mentir, hein, on veut faire du watch time. Qu'un bouquin qui a pas pour but de faire du watch time, qui est là pour vous apprendre des trucs, ça sera un peu plus difficile, mais au moins vous allez apprendre beaucoup plus de choses. Et l'autre truc, si j'ai un bouquin à conseiller aux gens, que moi qui a changé ma vie, c'est un bouquin qui s'appelle la semaine de 4 heures, Mhm. qui est de Tim Ferriss, qui a été fait en 2008 ou 2003, je ne sais plus. C'est un Bon, best-seller, qui est ouais. quand même. Ouais, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Je vais résumer l'idée et pourquoi je vous conseille ça, c'est de vous dire que l'argent que vous allez gagner n'est pas lié au temps que vous allez y passer. C'est pas parce que vous allez mettre 3 minutes pour écrire un code que ce code ne vaut rien.
Mhm. Peut-être que ce code écrit en 3 minutes aura plus de valeur que du code que vous allez écrire en une semaine. Mhm. Et donc, en gros, ça dit clairement, choisissez vos combats. Si vous avez du code à écrire, euh, écrivez le code qui a le plus de valeur pour votre client. En fait, c'est un bouquin qui t'a aidé un peu à changer ta vision par rapport au temps, valeur et ce que tu Oui, produis dans le marché. Ok, c'est ça. c'est un très bon bouquin. Je ne l'ai pas lu en totalité, je crois que j'ai lu que juste les premiers chapitres. Il m'a intéressé. C'est juste, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas terminé, mais il faudrait que je le lise. C'est un best-seller, il est très connu. Il y a pas mal de gens qui le conseillent. Il y a par exemple Mm. Marketing Mania, il y a pas mal de youtubeurs qui le conseillent. Effectivement, c'est dans ma liste et j'espère qu'il sera dans les listes de nos éditeurs aussi. Alors, la dernière question, parce que je crois la majorité de gens qui nous regardent, ce sont des développeurs juniors ou plutôt confirmés. Euh, Si tu pouvais leur donner, j'aime pas donner des chiffres, mais si tu peux leur donner trois conseils, ça serait lesquels pour les aider dans leur apprentissage et dans le développement de leur carrière? Yes. Alors, je vais dire ce que je dis à tous mes étudiants que j'ai, et il faudrait un jour que j'arrive avec un poster géant pour le dire. C'est comprenez ce que vous faites. Dans le sens où, je vous disais, si pour vous le code c'est écrire des lignes de code, c'est que vous avez rien compris au développement, dans le sens où moi je viens du monde JavaScript, et du monde JavaScript, une commande JavaScript, JavaScript il est pas chiant, hein. Mhm. C'est vous pouvez écrire n'importe quoi, il sera quasiment tout le temps d'accord avec vous, que ça soit bon ou pas. Contrairement au monde C++ où si vous TypeScript oubliez un aussi. point virgule quelque part, il va vous dire, il va vous insulter de tous les noms. Mais ce qui induit de ça, c'est que si vous ne comprenez pas ce qui se passe derrière, bah vous allez jamais rien comprendre au développement informatique. Du moins au développement dans le langage en question. Donc si j'ai un conseil à vous donner, quand vous comprenez pas quelque chose, bah vous dites pas, bah, c'est pas grave, mon code il marche. Passez une heure à chercher à comprendre pourquoi votre code il marche. Donc ça c'est le premier conseil. Tu veux un deuxième conseil? euh, Développer c'est bien, les soft skills c'est beaucoup mieux, dans le sens où vous pouvez être le meilleur développeur du monde. Si vous êtes le meilleur mais que vous avez zéro soft skill, déjà de 1, on va jamais vous embaucher, de 2, vous aurez un salaire pourri, et de 3, il y a personne qui voudra travailler avec vous. Voilà. Et mon troisième truc, ne faites pas ça pour l'argent. Le métier de développeur est assez difficile. Faites ça parce que vous aimez ça. Et Ok. amusez-vous. Moi, c'est ce que je retiens de mes 10 ans de code, c'est que je me suis toujours fait kiffer sur des projets qui étaient vachement cool. Le jour où j'ai voulu changer, j'ai toujours pu changer. Donc, essayez de trouver du kiff. Si vous trouvez pas de kiff, changez. D'accord. Donc ça, c'était les trois conseils. Comprenez ce que vous écrivez comme code. Euh, attends, ouais, comprenez ce que vous écrivez comme code. Développez vos compétences de savoir-être parce qu'ils vous seront utiles dans votre travail et dans votre vie personnelle. Et pour finir, aimez ce que vous faites. Mélangez le plaisir, mélangez l'agréable à l'utile et prenez plaisir à ce que vous faites. On arrive à la fin de notre interview. Je te remercie Gaëtan de le temps que tu m'as consacré et que tu nous as consacré à tous. C'était un très agréable interview. J'espère que nos éditeurs, ils ont appris des choses et qu'ils étaient heureux de cet échange. Est-ce que tu voudrais dire un dernier mot à nos auditeurs ou on peut closer l'interview? Bah, je vais dire si vous voulez retrouver et voir un petit peu ce que je fais, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube qui est JavaScript Academy. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle 418 I am the Teapot, où on rentre beaucoup dans ces sujets de soft skills. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Moi, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que il faut avoir du contenu qui soit vraiment le plus profond possible, et c'est cohérent avec ce que je dis.
Moi, je fais des vidéos qui durent en général plus d'une heure. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Des lives même, des c'est fois, tu fais des lives. voilà. T'as aussi une chaîne Twitch, si t'as envie de la partager. J'ai une chaîne Twitch qui s'appelle On Dev ce soir. Un jour, il faudrait que je unifie tout ça parce que j'ai créé les projets les uns après les autres. En réalité, j'ai même un TikTok, mais j'ai arrêté de faire le TikTok parce que faire des vidéos d'une minute, je suis pas la meilleure personne pour pouvoir faire ça. Ok, donc Donc les voilà. amis, si vous voulez retrouver Gaëtan, c'est la chaîne YouTube JavaScript Academy, que je vais vous mettre le lien sûrement au moment du montage. Il y a son podcast aussi, il y aura le lien. Et pour finir, sa chaîne Twitch, il y a aussi son profil LinkedIn, vous pouvez le suivre, il partage des questions, il peut accueillir vos avis aussi sur LinkedIn. En vous remerciant tous les deux de nous avoir écoutés pendant cette interview. Et j'espère qu'il vous a plu et on se dit nos amis coin codeurs. Au revoir. Ciao. Eh ben, bon courage. Bon, je pense qu'on